Je vous invite à une nouvelle expérience. Je vais vous raconter un conte traditionnel, l'ours, de Giambattista Basile, écrit au XVIIe siècle, qui n'est que la première version du pot d'âne de Pérou. En même temps que je vais vous raconter cette histoire, je vais tirer des cartes de mon oracle, la forêt de Gaïa. Peut-être ces cartes donneront un autre sens, une autre direction au conte. Pour le savoir, il faut essayer. Et bien sûr, j'attends tous vos commentaires, toutes vos remarques. Ce matin-là, au château de l'Âpreroche, il n'y a rien à voir. Non, pas de soldats qui montent la garde devant les grilles. Pas plus de soldats dans la cour qui ferraille, et dans le jardin, nulle demoiselle portant des étoles de dentelle sur les épaules. Non, non, non. Ce matin-là, dans le jardin du château de l'Âpreroche, il n'y a vraiment rien à voir. Et oui, il n'y a rien à voir, tout simplement parce que la roue de la vie tourne. Jusqu'à présent, le château de l'Âpreroche était baigné de lumière. Et comme chacun le sait, après le soleil, la pluie. Il n'y a rien à voir dans la cour, dans le jardin du château de l'Âpreroche, parce qu'en fait, tout se passe dans le vestibule de la chambre de la reine. Voilà déjà plusieurs mois que celle-ci est malade. Et les meilleurs médecins y perdent leur latin. Dans le couloir, les courtisans s'entraînent à pleurer. Et le roi, dans la chambre de sa reine, fait le plus silencieusement possible les 100 pas. Celle-ci, allongée sur son lit au drap de dentelle et de soie, lève doucement sa main. Le roi se précipite au chevet de sa reine. Il approche son oreille le plus près de la bouche de sa bien-aimée pour entendre ce qu'elle a à lui dire. Mon roi, je vous demande pardon. Oui, pardon d'avoir failli à mon devoir. En effet, je me devais de vous donner un fils pour continuer à régner. Et je n'ai été capable que de vous faire une fille. Alors s'il vous plaît, pardonnez-moi. Et promettez-moi, une fois que je serai partie, d'épouser une plus belle et une plus sage que moi. Non, non, ne pleurez pas, ce n'est pas la peine. Je veux simplement votre promesse. Le roi est éperdu. Il ne sait que penser. Alors il promet. Il promet à sa reine mourante de n'épouser qu'une plus belle et une plus sage qu'elle. Funeste promesse. Dans un dernier sourire, un dernier soupir, la reine s'éteint. Et le temps ralentit. Les funérailles ont duré 8 jours. Dans les couloirs du château, on n'entend que des plaintes, des lamentations, des pleurs, celles du roi, certes, mais celles aussi de tous ces courtisans qui essayent de pleurer plus fort que le roi, de s'arracher plus vite leurs cheveux pour montrer leur compassion. Et l'horloge tourne toujours. Au bout
d'un mois, le roi a calmé un peu sa douleur, mais il déambule dans les couloirs comme une âme en peine, parce que la nuit venue, il se retrouve seul dans sa couche et il apprend ce qu'est la solitude froide. Il apprend ce que les désirs demandent et ce que la vie refuse. Et il repense à cette promesse. Cette promesse de n'épouser une femme que plus belle et plus sage que sa reine défunte. Nuit après nuit, le désir, les fantasmes le tourmentent. Qui choisir? Une seule solution, c'est de convier toutes les femmes du royaume et même au-delà des limites du royaume à venir lui rendre visite. Le lendemain, des centaines de cavaliers partent au galop, informés que le roi souhaite se remarier. Et elles sont toutes venues. De la plus laide à la plus jeune, de la plus belle à la plus vieille. Une à une, elles sont venues saluer le roi dans leurs plus beaux atours. Mais le roi ne se décide pas. Celle-ci est trop comme ci, celle-là est trop comme ça. Non, non, rien à faire. Pas moyen d'en trouver une plus belle et plus sage que sa reine défunte. Alors, au bout de 4 jours épuisés, harassés, il renvoie toutes ces femmes chez leur mère. Mais bientôt, dans sa tête, une idée germe. Oui, parce que vous savez que la nuit porte conseil. Et ce matin-là, après une nuit très agitée, une petite idée a germé. Une idée qui, pour lui, est fluide, normale. C'est son instinct qui lui a parlé. Et cette idée, forcément, va lui apporter la guérison. Alors ce matin-là, il se lève du bon pied, de bonne humeur. Il convoque aussitôt son garde et demande à ce que sa fille Preciosa vienne dans la salle du trône à 10 heures tapantes du matin. Le garde s'exécute. En entendant la nouvelle, Preciosa déborde de joie. Oui, parce que depuis la perte de la reine, sa mère, elle a vu aussi son père s'éloigner. Elle n'a pas eu l'occasion de lui montrer son amour, son affection. Elle n'a pas eu l'occasion qu'il la console. Alors elle se dit que aujourd'hui c'est le plus beau jour de sa vie et qu'enfin ils vont pouvoir se prendre dans les bras, recommencer une nouvelle vie. Elle se prépare avec impatience et attend que la cloche de la chapelle du château frappe ses 10 coups. Le roi, lui aussi, se prépare avec prestance. Il a revêtu son plus beau costume d'apparat et on le retrouve dans la salle du trône à faire les 100 pas devant les fenêtres. L'idée, géniale, mais funeste, va demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et comme le roi n'est pas vraiment quelqu'un de diplomate, quelqu'un qui aime argumenter, cela va très certainement mal tourner. Enfin, les 10 coups de la cloche de la chapelle
sonne. Au 10e coup, le garde ouvre la porte de la salle du trône à Preciosa. Elle s'approche, souriante, heureuse, les bras grands ouverts pour être accueillie par son père. Celui-ci la regarde à peine et entame tout de suite la conversation dans le vif du sujet. Vous souvenez-vous, ma fille, de la promesse que j'ai faite à votre mère? Bien sûr, mon père. De n'épouser qu'une femme plus belle et plus sage qu'elle. Oui, et je sais aussi les difficultés que vous avez à trouver cette femme. Eh bien, ça y est, je l'ai trouvée. Les yeux de Preciosa s'illuminent. Ah bon? Et qui est-ce? Le roi prend son temps pour répondre. Eh bien, ma fille, cette femme plus belle et plus sage que mon aimée la reine des feintes, c'est vous. Évidemment, vous êtes faite du même moule, donc ça ne peut être que vous. En entendant ces mots, Preciosa recule d'un pas. Et puis là, elle commence à parler, et je ne vous répéterai pas les mots parce que vraiment, les plus chastes oreilles seraient choquées. Le roi se met en colère devant le refus de sa fille. Eh bien, si c'est comme ça, je vous hacherai menu. Donc vous avez intérêt à être à la chapelle à 14h précise cet après-midi. La jeune fille tourne les talons sans même saluer le roi son père et court dans ses appartements. Elle est installée sur son lit, horrifiée. Elle ne pleure pas, non, parce que la nouvelle est tellement énorme qu'elle est plutôt en train de chercher une solution. Et tout à coup, on frappe à la porte arrière de ses appartements. Elle va ouvrir la porte. Sur le seuil, une vieille femme en guenilles. Elles se connaissent bien toutes les deux, parce que Preciosa lui donne régulièrement des vêtements, lui donne régulièrement de quoi manger. Mais qu'avez-vous donc, princesse? Vous êtes livide. Alors Preciosa raconte la folie de son père. La vieille écoute attentivement, ne fait aucun commentaire. Elle glisse la main dans la poche de son long manteau et sort un petit bout de bois. Et ce petit bout de bois, c'est le renouveau pour Preciosa. Écoutez, princesse. Voici un petit morceau de bois qui semble totalement ordinaire. Pourtant, il vous suffira de le mettre en bouche pour vous métamorphoser en ours majestueuse et magnifique. Pour redevenir femme, c'est tout simple. Vous ôtez le morceau de bois de votre bouche. N'ayez crainte. Rendez-vous à la chapelle cet après-midi à 14h tapante. Le morceau de bois en bouche. Et vous pourrez vous sauver. Et la vieille femme tourne les talons et s'en retourne dans sa cabane au fond de la forêt. Entre 10h du matin et 14h, vous imaginez, c'est l'effervescence au château. Le mariage d'un roi, ce n'est pas vraiment ni un pique-nique ni un barbecue. Alors, les cuisines ronflent, les marmitons sont rouges écarlates. Et petit à petit, tous les carrosses viennent se ranger les uns à côté des autres pour assister au mariage de leur roi. À 14h
tapante, Preciosa se présente. La foule est compacte, serrée dans la salle du trône. Et tout à coup, un cri d'effroi, un vent de panique, parce que, au lieu de la belle jeune fille, lumineuse, rayonnante, c'est une ours magnifique, dressée sur ses 2 pattes arrière, qui surgit dans le couloir. Elle avance d'un pas majestueux. Devant elle, les courtisans, les courtisanes s'effacent, se bousculent, on se piétine. Et le roi, courageux, tout beau dans sa tenue d'apparat, l'épée ceint autour de sa taille, se cache derrière son trône. Sans aucun problème, l'ours Preciosa traverse la salle du trône. Elle enjambe l'appui de la fenêtre, se retrouve dans le jardin et toujours tranquillement, de son pas dandinant et nonchalant, se dirige vers les grilles du château. Celles-ci sont restées ouvertes pour l'occasion. Alors, aucun souci pour l'ours Preciosa de gagner le chemin de la forêt. Peut-être est-ce là que le bonheur l'attend. Après avoir marché quelques kilomètres, l'ours Preciosa arrive au bord d'un étang. Elle a soif, alors elle se laisse retomber sur ses 2 pattes avant et s'approche de l'eau. Et là, ce qu'elle voit est stupéfiant. Une tête d'ours avec un museau proéminent. De ses bras, il ne reste que des pattes fortes, musclées, velues. Au bout de ses mains, ou plutôt de ses pattes, les ongles se sont transformés en griffes. Elle est tellement surprise qu'elle ne pense même pas à se désaltérer. Quand soudain, derrière elle, une branche craque. Vive comme le feu, elle se dresse immédiatement sur ses 2 pattes arrière et fait face. Devant elle, un jeune homme. Un jeune homme pâle, comme la lune. Ils se regardent un moment. Et puis le jeune homme ose tendre la main. L'ours Preciosa se laisse retomber sur ses 2 pattes avant et tranquillement vient nicher sa truffe humide au creux de la main du jeune homme. Celui-ci enfonce sa main libre dans la toison de l'ours. Elle est chaude, elle est onctueuse, elle est douce. Oh, que tu es belle! Mais d'où viens-tu? Que fais-tu là? Suis-moi chez moi, et je te promets que tu seras en sécurité. Le jeune homme tourne les talons et prend le chemin qui s'enfonce dans la forêt. L'ours Preciosa hésite un instant. Le jeune homme se retourne. Viens, tu ne crains rien. Alors elle décide de se mettre en chemin. Et l'une suivant l'un, ils traversent la forêt paisiblement. De l'autre côté de la forêt se situe le château de l'eau claire. Imaginez les remparts, imaginez le chemin de guet où sont installés les albatrilliers. Et quand les gardes voient le prince, oui, parce que le jeune homme, c'est le prince du château de l'eau claire, voient le prince accompagné d'une ours, aussitôt, ils bandent leurs arcs prêts à tirer.
Un signe du prince fait baisser les armes. Et tous les deux entrent tranquillement dans la cour du palais. Aussitôt, les serviteurs se précipitent. Le prince donne des ordres pour qu'on installe l'ours dans ses jardins particuliers et qu'on lui apporte tous les fruits, les légumes, le miel qu'elle désire. Mais ce serait trop beau pour qu'il n'y ait pas de rebondissement. Le prince, assuré que son ours serait bien soigné, monte aussitôt dans ses appartements pour se changer car l'heure du dîner avec la mère sa reine a bientôt sonné. Boutonnant sa veste devant la fenêtre, il voit, assise sur la margelle du puits, une jeune fille de dos avec la chevelure qui descend jusqu'à terre. Le prince n'a pas besoin de réfléchir énormément. Il comprend immédiatement ce qui se passe. Alors, il dévale 4 à 4 les escaliers qui le mènent de sa chambre au jardin. Et quand il surgit dans le jardin, c'est une ours qui l'accueille. Je t'ai vu de ma fenêtre. Je sais qui tu es. S'il te plaît, redeviens femme. Redeviens comme tu étais il y a 2 minutes et je te promets le bonheur et l'amour. Mais l'ours reste ours. Pendant des jours, des nuits, le prince vient supplier l'ours à genoux. Mais rien n'y fait. L'ours reste ours. Et si elle profite des bienfaits du prince, a le cœur léger, l'esprit content, le prince, lui, est dans la tourmente. La force de son amour se décuple de jour en jour, tant et si bien que il finit par tomber malade. Eh oui, ça arrive que de tomber malade d'amour. Le voilà alité, avec une très forte fièvre. Il délire sans cesse. Il parle de l'ours, de la femme, de son amour. La mère sa reine est très inquiète. Bien sûr, tous les médecins du royaume et d'alentour sont venus, mais le verdict tombe toujours. Reine, nous ne pouvons rien contre cette maladie-là. La maladie d'amour ne peut guérir que quand l'objet de l'amour s'offre à celui qui l'aime. Le prince va de plus en plus mal. Un soir, il demande à ce que l'ours vienne le voir. La reine, pensant qu'il est dans ses derniers instants, n'ose pas lui refuser cette demande. Alors, avec 1001 précautions, on fait monter l'ours dans les appartements du prince. Dès que l'ours s'approche, la reine fait un signe. Alors elle attend, elle s'assoit et regarde le prince qui tend toujours sa main. Et puis finalement, la reine s'habitue à voir ce couple bizarre parce que le prince semble aller mieux. Oui, la fièvre a tombé. Est tombée, c'est mieux. La fièvre est tombée. Les délires sont de moins en moins fréquents parce que tous les jours,
Toutes les nuits, le prince parle avec l'ours. Il la supplie, il pleure, il se lamente. S'il te plaît, je sais qui tu es, redeviens femme. Mais l'ours reste ours. La santé du prince, c'est juste le temps d'une fenêtre améliorée. Mais le fait que l'ours reste ours le replonge dans les affres de la fièvre, dans les délires, dans les tourments. La reine veut chasser l'ours, mais le prince, dans un micro-moment de lucidité, dit non, non, ne la chassez pas, je voudrais lui donner un baiser. Bien qu'inquiète, la reine laisse faire les choses. Le prince tend sa main. L'ours vient y poser sa truffe humide. Le prince se redresse. Il attrape la tête de l'ours entre ses mains. Et puis, avec délicatesse, il lui baise les yeux, il lui baise la truffe. On voit l'échine de l'ours frémir, comme sous la risée d'une brise fine. On voit les muscles de l'ours se contracter et le prince l'embrasse de plus belle, avec encore plus de douceur, encore avec plus de tendresse, tant et si bien que l'ours lui rend son baiser, un baiser d'amour, comme seuls ceux qui connaissent l'amour peuvent l'avoir rencontré. Ce baiser est si beau, si doux, si long que le petit bout de bois tombe de la bouche de l'ours. Et sous les yeux ébahis de la reine, le prince tient dans ses bras une magnifique jeune fille, lumineuse, rayonnante, souriante. La reine se rend compte très vite qu'il va falloir les marier rapidement, ces deux-là. Et on organise un mariage somptueux qui a duré pendant des jours et des jours. Les tables étaient si longues pour accueillir tous les invités que, assise à un bout, je n'en ai jamais vu la fin. Après toutes les festivités, les chants, les rires, la joie, le sourire, la reine a abdiqué en faveur de son fils, le jeune prince, qui est devenu le roi du château de l'Eau Claire, puisqu'à présent, il avait pour compagne la plus belle, la plus rayonnante, la plus lumineuse des jeunes femmes, Preciosa. On ne dit pas si ils eurent beaucoup d'enfants, c'est leur histoire. Mais par contre, ce qui est resté dans les annales, dans les livres de loi, c'est la première loi éditée par le jeune roi, l'interdiction de la chasse à l'ours. Sage décision, parce que qui sait ce qui se cache sous la peau d'un ours? Et je pense que l'amour a envahi le royaume.